Carlo Ancelotti, ça va faire 25 ans qu'il entraîne, il a gagné des titres dans des grands clubs faisant partie des 5 grands championnats, et même si c'est vrai que ça fait 2-3 saisons qu'il est un peu sur la pente descendante, il entraîne toujours à un très bon niveau, il n'est pas parti en Chine comme des Benitez, des Lippi ou des Capello. Alors, comment expliquer la longévité de Carlo Ancelotti ? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. En fin de vidéo la semaine passée, je vous avais proposé dans les commentaires de mettre des sujets que vous voudriez que je traite dans la vidéo d'aujourd'hui. J'avais dit que mercredi, le jour durant lequel je commence à préparer la vidéo du dimanche, le sujet le plus aimé serait le sujet traité. Et mercredi, vers midi, par là, il s'est passé quelque chose d'assez fou, c'est que quand j'ai regardé, deux sujets avec exactement le même nombre de j'aime. Un qui proposait de parler de la crise actuelle à Valence et l'autre qui proposait de parler de la longévité de Carlo Ancelotti. Au vu du match nul, j'ai pris la liberté de choisir le sujet Ancelotti, tout simplement parce que Padarobase a fait une bonne vidéo qui parle de la crise actuelle à Valence. Et pour les personnes qui seraient un peu déçues que je n'ai pas choisi ce sujet-là, je vous mets la vidéo de Padarobase dans la description, plus quelques articles qui permettent vraiment de comprendre ce qui se passe du côté de Mestalla. La longévité de Carlo Ancelotti, très bon sujet, merci Nelson de l'avoir proposé. D'une part parce que c'est peu commun, des entraîneurs qui brillent autant de temps au plus haut niveau, et puis d'autre part, parce que Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur pas facile à comprendre dans le sens où quand il parle, il n'y a rien de magique dans ses paroles, c'est assez banal, on n'a pas l'impression que c'est un entraîneur révolutionnaire, et quand on regarde ses équipes, il n'y a rien de révolutionnaire non plus. On cherche vraiment la raison du succès, mais c'est pas facile à trouver comme ça de prime abord. Ces derniers jours, j'ai creusé, et je vous propose deux raisons qui permettraient d'expliquer la longévité de Carlo Ancelotti. Elles ne sont pas révolutionnaires, mais vous allez voir qu'on va pouvoir aller assez dans le détail. La première raison, elle tient véritablement du caractère de Carlo Ancelotti et à ce titre, je l'ai appelé être une bonne personne. Tous les professionnels du football ayant travaillé avec Ancelotti disent que c'est un plaisir de travailler avec lui et que c'est vraiment une bonne personne, un bon gars. Le monde du football, c'est un monde qui est assez petit où les choses se savent assez vite et à l'heure de retrouver un poste, un entraîneur il sera jugé pas seulement sur ses résultats passés, mais aussi sur la qualité des rapports humains qu'il a entretenus avec les gens du milieu. Et à ce jeu-là, Carlo Ancelotti, personne peut lui reprocher quelque chose. On peut avoir cette image que dans le football, comme dans le monde des affaires, pour réussir, il faut avoir des traits de caractère tels que le cynisme, la froideur, l'opportunisme, le manque d'empathie. Et Carlo Ancelotti vient mettre une espèce de coup de pied à toutes ces idées-là parce qu'il montre que juste en étant une personne correcte, appréciable, qui est aimée de tous, on peut réussir. Regardez par exemple ce que Ibrahimovic dit au sujet d'Ancelotti. Carlo est le meilleur et j'ai travaillé avec les meilleurs. Mais si j'ai un problème à la maison, je peux parler avec lui. Quand j'ai besoin d'un conseil, je peux parler avec lui. Pour quelque chose que ce soit, je peux avoir confiance en lui. Ancelotti et Ibra, ils ont une super relation, une relation quasi parfaite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Ancelotti n'a pas du tout eu besoin d'être le génie psychologique qu'est José Mourinho pour tirer le meilleur du joueur. Mourinho, pour tirer le meilleur d'Ibra, pendant des mois et des mois, il a joué à des mind games avec son joueur. Ancelotti, pas du tout besoin de ça. Il a juste été un bon type, il a juste été lui-même et tout a très bien fonctionné dès le premier instant. La grande force d'Ancelotti dans les rapports humains, c'est de considérer ses joueurs pas comme des joueurs de football, mais comme des êtres humains à part entière, avec leurs craintes, avec leurs motivations, avec leurs doutes, avec leurs peurs. C'est quelque chose qui est extrêmement à la mode aujourd'hui, symbolisé par des entraîneurs comme Jürgen Klopp, par des entraîneurs qui ont très bien compris de quoi était fait le footballeur en 2020, comment est le footballeur en 2020 au niveau humain. Mais il y a 10-15 ans, on n'était pas du tout dans ce paradigme-là, et il y a même 6-7 ans, c'était pas une idée si en vogue que ça. Ancelotti il a très bien compris cette idée selon laquelle, dans les grands clubs, ce qui compte, c'est cette proportion où on a 10% de tactique et 90% de gestion humaine. Avec ses joueurs, il est toujours dans le dialogue, dans l'échange, dans le ressenti. C'est quelqu'un qui apprend énormément des autres. Il est très ouvert d'esprit et aussi très humble. On verra par la suite d'où lui vient cette humilité à l'heure d'entraîner. En plus d'être une bonne personne, là où il brille, c'est dans la création d'un environnement extrêmement serein pour le travail. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on sous-estime tout le temps parce qu'il faut vraiment se rendre compte que ce qui compte dans le développement d'une équipe, c'est le jour, c'est le quotidien. Et si au quotidien, vous n'avez pas une bonne ambiance de travail, vous pouvez être un génie tactiquement le dimanche, vous n'arriverez pas à grand chose.
Lui, ce qu'il adore, c'est créer des repas comme ça pour stimuler l'ambiance d'équipe. Il adore manger, alors il crée souvent des repas où il place ses joueurs comme ça stratégiquement pour créer vraiment cette unité dans le groupe. Et ça encore, il y a d'autres entraîneurs qui le font, dans d'autres sports aussi. Mais un truc que personne ne fait, je crois qu'il est le seul à faire ça, et c'est extrêmement étrange, extrêmement particulier, mais il le fait à merveille, il n'y a que lui qui peut le faire, je pense, c'est être l'ami des joueurs. Et là vous vous dites, mais c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Dès qu'on a ces frontières qui se brouillent entre le professionnel et le personnel, on est perdu. Mais Ancelotti, lui, aucun problème avec ça. Une anecdote pour illustrer cet élément-là. Un jour, il sort un joueur du 11 titulaire et ce joueur vient vers lui et lui dit, mais Carlo, comment tu peux me faire ça? On est amis, je croyais qu'on était amis. Et Ancelotti lui dit, mais évidemment qu'on est amis, évidemment, et c'est justement parce qu'on est amis que tu peux comprendre ma décision et que tu vas l'accepter sans aucun problème. On pourrait avoir cette idée selon laquelle être une bonne personne, ça revient au final automatiquement à se faire marcher sur les pieds. Surtout dans le monde du football, il y a tellement d'entraîneurs qui ont donné une main à leurs joueurs et ces derniers lui ont pris le bras. Ça arrive très souvent. Ancelotti, lui, il n'a pas du tout ce problème-là. Parce que mine de rien, c'est une personne extrêmement autoritaire. Son autorité, par contre, il l'obtient grâce à son calme, à sa tranquillité et grâce au respect que lui accordent ses joueurs. Il y a une anecdote qui permet d'illustrer ça. Un jour, il convoque un joueur dans son bureau parce que le joueur il est sorti en boîte, il est rentré beaucoup trop tard. Ancelotti, il le remet à sa place, il lui fait les remontrances d'usage et à la fin il lui dit « T'as entendu ce que j'avais à dire, ça reste entre nous, on tourne la page et puis la prochaine fois entre nous, mais invite-moi !» Il sait ce qu'il faut faire quand il faut être un peu plus dur et puis ensuite, une fois que le joueur a compris, il désamorce avec un peu d'humour et tourne la page. C'est un entraîneur qui est extrêmement intransigeant sur le manque de professionnalisme et sur le manque de respect envers les membres de son staff. Ça, il ne tolère pas du tout. Vous faites ça, il vous remet à votre place, vite fait, bien fait, et vous ne recommencez pas. C'est un entraîneur qui n'a aucun problème à piquer de grosses colères et à remettre à leur place les leaders du vestiaire quand c'est nécessaire. Les joueurs ils disent que quand il est très énervé, ça arrive pas souvent, mais quand il est très énervé, il crie en italien, c'est très impressionnant. Mais ça dure jamais bien longtemps ces colères-là, il passe rapidement la page, c'est jamais personnel et c'est jamais public. Il va toujours protéger ses joueurs en public. En revanche, ce qui peut parfois lui jouer des tours, c'est qu'autant ces méthodes elles font l'unanimité dans les vestiaires par lesquels il passe, sauf ceux du Bayern, autant de l'extérieur, on a plus de peine à comprendre. On l'accuse d'être trop conciliant, d'être trop gentil avec les joueurs, de ne pas être assez dur. Regardez par exemple ce qu'il dit à ce sujet-là. Être plus dur avec les joueurs, ils ont tous tort ceux qui disent ça. Si je gagne, c'est parce que je suis un type tranquille. Si je perds, c'est parce que je suis un type tranquille. Et ça, c'est vrai. On a tendance à pas comprendre bien Carlo Ancelotti sur ce point-là. Parce que quand il gagne, on porte au nu ses méthodes, mais quand il perd, on critique ses méthodes, quand bien même elles l'ont fait gagner par le passé, et quand bien même on les applaudissait par le passé. Au Real Madrid, on le fait venir pour apaiser le vestiaire, et on le vire sous prétexte que le vestiaire est trop apaisé. Ancelotti, c'est typiquement l'entraîneur qui est fait pour les joueurs, qui est un peu moins fait pour le grand public et très peu fait pour les dirigeants. Un Cristiano Ronaldo, par exemple, il dit « Je jouais pour Carlo Ancelotti. Ce sprint de plus à la fin du match, je le faisais pour lui. J'ai joué blessé pour lui. » Ça, il ne l'aurait jamais fait pour Benitez et ses méthodes un peu plus autoritaires. 2 jours avant de se faire virer, Ancelotti reçoit le soutien public de Cristiano Ronaldo. Jamais CR7, il aurait fait ça pour un entraîneur qui manie davantage le bâton. Enfin, pour finir sur ces questions de traits de caractère, un trait qui lui a vraiment permis de durer au plus haut niveau, c'est son côté très diplomatique à l'heure d'entrer en relation avec les gens plus haut placés que lui. Quand Roman Abramovich vous convoque chez lui alors que vous avez joué seulement une journée de Première Ligue et qu'en plus vous avez gagné 6-0 contre Wigan parce qu'Abramovich a vu certaines choses sur le terrain qui lui plaisent pas trop, vous avez intérêt à être très diplomatique, à laisser couler. Quand juste avant de jouer la finale 2003 de Ligue des Champions contre la Juve, Silvio Berlusconi veut rentrer dans le vestiaire parce qu'il croit que c'est lui la star, qu'avec un discours il peut tout changer, vous avez intérêt à être très diplomatique, à laisser couler, à pas chercher à bouleverser les rapports de pouvoir. Ancelotti, il dit cette chose, aucun système n'est plus important que le président du club. La deuxième raison qui permet d'expliquer la longévité de Carlo Ancelotti, c'est sa capacité à s'adapter. Je vous parlais avant de son humilité.
Son humilité, elle lui vient d'un moment très précis dans sa vie où il termine sa carrière de joueur, il veut faire la transition pour devenir entraîneur et là il a une discussion avec son mentor Arrigo Sacchi qui lui dit avoir été un grand joueur, ça va pas faire de toi un bon entraîneur. Ça peut t'aider à régler quelques conflits dans le vestiaire, mais pas plus. Alors, tu dois écouter les gens qui savent et être ouvert d'esprit. Ancelotti va intégrer ce conseil parfaitement. Regardez, les 3 premières années de sa carrière à la Reggiana et à Parme, ça va être un entraîneur défensif, le roi des 1-0 à l'époque. Un amour inconditionnel pour le 4-4-2 de sa part. Pour beaucoup d'entraîneurs, les bons résultats obtenus sur les 3 premières années de leur carrière, ça ne va pas les inciter à changer. 3 années de bons résultats de certitude, c'est bon. On a la méthode pour toute ma future carrière. Ancelotti, il n'est pas dans ce cas. Il arrive à la Juventus et il se rend compte qu'il va devoir changer. Pourquoi ? Parce que Zidane ne rentre pas dans son projet de 4-4-2. Alors, il abandonne son 4-4-2 dogmatique et il va mettre les joueurs au centre du projet. Il se rend compte que les joueurs sont bien plus importants que lui. Pourquoi il se rend compte de ça ? Parce qu'il est au courant d'une vérité que j'ai déjà mentionnée sur la chaîne, le football appartient aux joueurs. Il se rend compte que les joueurs sont plus importants que lui et il le dit textuellement, il va chercher à maximiser les qualités des joueurs, minimiser leurs défauts. Tout tourne autour des joueurs. Il arrive à l'AC Milan et il se rend compte qu'il a des super joueurs au milieu de terrain, mais que jamais de la vie il pourra les faire jouer tous ensemble. Il a à l'époque Pirlo, Seedorf, Gattuso, Rivaldo et Rui Costa, et pour pouvoir les faire cohabiter, qu'est-ce qu'il fait ? Il invente un système, le 4-3-2-1, plus connu sous le nom de Sapin Noël. Si ça, c'est pas la plus grande forme d'adaptation possible et d'amour possible envers ses joueurs, inventer un système pour qu'ils puissent se fondre dans le collectif tous ensemble. Fantastique. Nouvelle adaptation à Chelsea, lorsqu'il arrive, il se rend compte que Frank Lampard, il n'arrive pas vraiment à le faire briller dans son sapin de Noël. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Tout naturellement, il change le système. Son passage à Londres, d'ailleurs, il est très impressionnant pour moi au niveau des adaptations justement. Parce qu'en plus de changer le système, ça va être la première fois qu'il entraîne dans une langue qui n'est pas la sienne et ça va bien se passer. Les langues d'ailleurs, ça va être un atout dans la carrière de Carletto parce que autant ça va bien se passer sur les premières semaines lors de l'arrivée dans un nouveau club parce qu'il parle généralement la langue, autant par la suite pour pouvoir retrouver un poste, c'est toujours très important de parler la langue du pays dans lequel on entraîne. Troisième chose impressionnante, c'est qu'il arrive à Cobham avec un seul membre de son staff technique, c'est plus un psychologue qu'un membre vraiment à part entière du staff. Il avait développé des relations extrêmement étroites avec les membres de son staff, ça faisait des années et des années qu'ils travaillaient ensemble, il disait que c'était une famille, mais quand il arrive à Londres, on lui dit écoute, on a des gens vraiment compétents chez nous, on aimerait bien que tu travailles avec eux, s'il te plaît, fais l'effort. Il va consentir à cet effort-là et Dieu sait si c'est difficile pour les entraîneurs de ne pas travailler avec des gens en qui ils ont confiance et avec qui ils travaillent depuis des années. Il va le faire, ça va super bien se passer. Il va d'ailleurs avoir une super relation avec Paul Clement, un gars qui était déjà à Chelsea. Et puis, quatrième adaptation, la méthode d'entraînement. À Chelsea, il va véritablement changer sa méthode d'entraînement et il va le faire pour les joueurs, pour leur faciliter la vie. On dit toujours lorsqu'un entraîneur arrive dans un nouveau club que ça va être aux joueurs de s'adapter à lui, à ses méthodes, et pas l'inverse. Et encore une fois, Carlo Ancelotti renverse le paradigme et fait tout à l'envers de tout le monde. Il va changer ses méthodes pour que ses joueurs soient plus à l'aise. Si ça, c'est pas l'adaptation suprême. Plus que le changement de système, plus qu'inventer un système, le fait de changer ses méthodes, ça me paraît incroyable. Il va passer à ce qu'on appelle une méthode de modèle intégré. Le modèle intégré, une méthode qui permet de travailler la tactique, le physique et la technique tout à la fois. On va pour ça varier sur les espaces, les dimensions dans lesquelles on va s'entraîner et incorporer la science. On va greffer des GPS aux joueurs pour avoir leurs données. La méthode, c'est vraiment hyper important, c'est central pour un entraîneur parce que c'est ce qui lui permet de créer des exercices et de transmettre ses idées. Sans méthode, un entraîneur, il n'a rien du tout, il est tout nu, si on peut dire. Et Carlo Ancelotti, il aurait très bien pu dire, écoutez, vous êtes gentil, ça fait 15 ans que j'entraîne, j'ai gagné 2 Ligues des Champions, je ne vais pas changer ma méthode. Mais il a eu l'humilité et le flair de changer. Parce que s'il n'avait pas changé sa méthode, il n'aurait jamais pu avoir la carrière qu'il a eue
dans les années 2010-2020, tout simplement parce que sa méthode d'entraînement, elle serait devenue complètement caduque, complètement ringarde. Aujourd'hui, un entraîneur, il peut très rarement arriver dans un grand club et dire non, on va travailler le physique et la technique tactique séparément. Impossible. Ancelotti d'ailleurs, il dit toujours que la méthode, c'est plus important que le style. Carlo Ancelotti, il n'a pas vraiment un style à lui. Oui, ses équipes, elles sont offensives, oui, elles ont l'habitude de jouer bien, mais ça, c'est pas un style de jeu, c'est des idées très générales. Il n'a pas un style à lui et ça veut dire aussi qu'il n'a pas dû traîner un style durant les époques. Ça fait 25 ans qu'il entraîne, ce qui lui a permis de rester à ce niveau durant 25 ans, je pense, c'est qu'il ne s'est pas affairé à une idée. Parce qu'on voit qu'il y a certains entraîneurs qui sont incapables de se dégager de l'idée initiale qui leur a offert des succès et c'est aussi le cas de très grands entraîneurs qui ont beaucoup de peine à maintenir en vie leur style alors que le football est en train de changer. Ancelotti, lui, il a su traverser les époques parce qu'il a chaque fois su s'adapter à ce que le football demandait. C'est assez perturbant parce que c'est pas un grand philosophe, à la différence d'entraîneurs qui réussissent et qui ont des idées très arrêtées et qui sont très pointus dans leurs idées. Je dirais plus que c'est un grand technicien. Il connaît extrêmement bien le football, la tactique est là. Pas grand secret pour lui, il connaît extrêmement bien l'aspect psychologique des joueurs et il combine ça à son expérience de joueur. Mais encore une fois, c'est tellement perturbant parce que quand vous le voyez discourir et quand vous voyez ses équipes jouer, vous avez l'impression qu'il n'y a rien de particulier, c'est difficile de saisir son génie. Mais encore une fois, techniquement, tactiquement, il est très bon. Ses interventions à la mi-temps, par exemple, elles sont assez excellentes. Il est très précis, il arrive à changer 2-3 trucs qui vont permettre à son équipe de mieux aborder les deuxièmes mi-temps quasi systématiquement. Pour finir sur ces questions d'adaptation, il quitte Chelsea, un club où il y a tout qui fonctionnait extrêmement bien, un club très professionnel, un grand club, pour arriver au PSG où il se rend compte qu'il faut tout bâtir, ils n'ont même pas de restaurant de joueurs, une chose assez basique. Puis pour ensuite filer au Real Madrid, de nouveau un grand club où il y a tout qui roule parfaitement. Et ce qui est très drôle au Real Madrid, c'est que c'est Paul Clement, son agent qui disait, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien à apprendre aux joueurs. Les joueurs, ils sont juste trop forts et parfois, durant les exercices, le staff se regarde et disent mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Au Real Madrid, par exemple, ils vont quasiment pas travailler la tactique. Ça, c'est Cristiano Ronaldo qui le disait. C'est drôle parce que les contre-attaques, par exemple, c'est quelque chose que vous devez travailler. Vous ne pouvez pas juste dire à vos joueurs contre-attaquer. Carlo Ancelotti, d'ailleurs, il a toute une théorie assez pointue sur les mouvements qu'on doit exercer dans les contre-attaques. Et bon, Real Madrid, une équipe qui contre-attaquait super bien durant la première saison au moins, ils n'ont pas eu besoin de travailler ça parce que les joueurs étaient vraiment trop forts. Une anecdote assez incroyable à Madrid, c'est qu'il aimerait initialement faire jouer Cristiano Ronaldo au centre. Ils ont eu une discussion et Ronaldo lui dit écoute, je suis pas très à l'aise, je préfère partir de l'aile gauche. Ancelotti, il va l'écrire dans un de ses livres, il dit qui suis-je pour refuser à Cristiano Ronaldo de jouer là où il se sent le mieux. Incroyable, l'humilité de cet entraîneur encore une fois. Du coup, Ancelotti, il va faire jouer son équipe en 4-3-3, ça fait 18 ans qu'il entraîne, le 4-3-3 c'est vraiment pas son truc, vraiment pas un système qu'il maîtrise très bien, mais ok, pas de problème, on va faire jouer l'équipe en 4-3-3, ça se passe d'ailleurs très bien. Et puis enfin, pour finir sur son passage au Real et clôturer cette vidéo, apprendre des gens qui savent, vous vous souvenez cette phrase que Saki lui disait, apprendre des gens qui savent, c'est pas pour rien qu'au Real Madrid, il arrive et il prend Zidane dans son staff. Qui mieux que Zidane pour lui faire comprendre ce qu'est le Real Madrid? Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Être une bonne personne, faculté à s'adapter, tout ça, ça a permis à Carlo Ancelotti de bien faire jouer ses équipes, de gagner des titres et ça explique sa continuité au plus haut niveau dans le monde du football. Si cette vidéo vous a plu, j'en suis très content. Merci de l'avoir regardée et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!